3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? C'est mercredi, vous avez l'habitude, qui sont dédiés, destinés au best-of de mes gros live Twitch du lundi soir. Mais avant qu'on parte là-dessus, il faut que je vous rappelle quelque chose de super important, parce que c'est une occasion de vous faire kiffer, mais vous faire kiffer à fond. En ce moment, pour l'intégralité des playoffs, le League Pass est à moins de 19€, à 18,99€ exactement. Vous ne pourrez pas trouver moins cher ailleurs, et de toute façon ça n'a jamais existé. Ouais, jamais le League Pass n'a baissé ses prix comme ça pour la post-season, et là, vu les séries qu'on est en train d'avoir au premier tour, ce serait quand même dommage de manquer ça. Plus vous attendez, plus vous allez manquer de matchs. Donc dépêchez-vous, franchement, n'hésitez plus. Après, ne vous inquiétez pas trop non plus, parce que justement, l'un des principes du League Pass, c'est de pouvoir regarder les archives, de regarder tous les playoffs, toute la NBA, quand vous voulez, où vous voulez, en direct comme en différé. Alors let's go, faites-vous plaisir avec ce prix exceptionnel de 18,99€, et surtout, cliquez sur mon lien que vous trouverez dans la description, ça permettra de soutenir la chaîne et d'appuyer mon statut d'ambassadeur de la NBA. Bon, et même si tout ça c'est méga cool, j'imagine que si vous avez cliqué, c'est avant tout pour entendre parler des awards en NBA, des distinctions, des trophées, tous les noms que vous voulez. C'est pour ça qu'on part en Crystal Ball. Ouais, déjà là, il y a quelques trophées qui ont été distribués, celui de Rookie de l'année et celui du meilleur défenseur, mais il y a encore de gros trucs qui vont arriver. Et de toute façon, distribués ou pas, peu importe, parce que là, l'idée du live de lundi, c'était justement de voir qui méritait, selon la commu, tous ces trophées en NBA. Et notre avis, attention, est peut-être différent de celui des journalistes US. Donc on va partir sur tout ça, je vous explique le concept juste après, on va distribuer les 6 trophées principaux qui sont décernés dans la Grande Ligue, plus 2 trophées de Montcru. Et vous inquiétez pas, tous seront leurs petits noms, comme d'habitude. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Qui mérite vraiment les Awards NBA en 2022? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la tradition sur la chaîne Le 6ème Homme, hein, depuis que je l'ai créé, j'aime bien faire des points sur les awards au cours de la saison. Donc souvent, je fais un point au premier tiers de la saison, un point au deuxième tiers, et bien sûr un point en fin de saison pour la décision finale. Et là, on en est là, et le but, ça va être de voir qui mérite vraiment les différents trophées. Donc pour ça, j'ai pris les 6 trophées principaux qui sont décernés par la NBA, que j'ai renommés à ma sauce, là, comme vous le voyez sur le visuel, et pour lesquels à chaque fois, je vais vous proposer les 3 candidats qui sont choisis par la Ligue, et qui ont été officialisés, mais aussi 2 trophées personnalisés qui correspondent aux meilleurs francophones. Donc c'est pas juste les Français, hein, c'est vraiment tous ceux qui parlent français en tout cas, qui sont dans des pays francophones, mais aussi la plus grosse déception. Et là pour eux, vu que la NBA n'a pas élu 3 finalistes, c'est vous sur Discord qui les avez choisis et je vous les présenterai à chaque fois. Donc au total, ça va donner 8 trophées aujourd'hui pour lesquels on va élire notre champion et voir si on est d'accord, parce que la NBA a déjà publié le Depoy, c'est Marcus Smart, et le Rookie of the Year, c'est Scottie Barnes. Et maintenant, on sait aussi que Ja Morant sera MIP. Et bien on va voir si nous on est d'accord avec la NBA, parce que c'est pas obligé, c'est pour ça que j'ai vraiment, avec mes trophées là, j'avais envie d'appeler ce live et cette vidéo qui mérite vraiment les trophées NBA cette saison. Donc vous le voyez, on va élire le trophée John Duff du meilleur rookie, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, le trophée francophone du meilleur francophone, le trophée Joker du meilleur 6ème homme, le trophée Alain Proviste de la meilleure progression, le trophée Hans Céphale du meilleur coach, le trophée Omer Dallor de la plus grosse déception, et on finira bien sûr par le trophée Yvan du rêve, le plus important, du meilleur joueur, du MVP. Donc à chaque fois, moi je vous présenterai un petit peu la saison des 3 candidats pour vous donner ces arguments et pourquoi ils méritent, oui ou non, d'être élus pour ce trophée. Et à la fin, comme d'habitude, c'est vous qui allez voter via les sondages qui seront proposés. Et c'est là que je trouve ça intéressant justement, parce que comme je vous l'ai dit, ce sera pas du tout obligé de copier les choix de la NBA. Moi je veux vraiment que ce soit vos awards, ceux de la commu, et l'élection de celui qui pour vous mérite le plus. Donc je dis pas forcément qu'il faut que ce soit différent, si ça se trouve tout va être en commun, mais ça pourra vraiment d'analyser s'il y a des différences ou des points communs, et voir si on est en accord ou en désaccord avec ce qui est déjà sorti par la NBA et ce qui sortira bientôt. Et une fois que vous aurez fait ça, moi ensuite je vous donnerai mon favori, on verra si je suis d'accord avec la NBA pour ceux qui sont sortis, avec vous, et pourquoi. On commence par le trophée John Duff, et le premier candidat pour ce trophée, c'est Scottie Barnes, qui cette saison tourne à 15,3 points à 49,2% au tir, 7,5 rebonds et 3,5 passes. Alors lui, il vient d'être officiellement élu Rookie of the Year, donc a priori, selon la NBA en tout cas, et selon les votants et les journalistes, c'est le favori, et il y a de quoi en vrai. Je sais que toute l'année, j'ai beaucoup milité pour Evan Mobley qui est Rookie of the Year, mais la fin de saison de Scottie Barnes et des Raptors, ainsi que la chute de Cleveland en parallèle dans les classements, ont rendu la course beaucoup plus serrée que prévu, et beaucoup plus serrée que ce que j'imaginais. Alors qu'à mon sens, vraiment, il y a un mois ou deux, je pensais que Evan Mobley était limite Rookie of the Year no-brainer. Et là, je dois avouer que maintenant, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin, parce qu'il y a une vraie discussion, je trouve, entre les 3 candidats au Rookie
of the Year qu'on va présenter au fur et à mesure. Mais pour revenir à Scottie Barnes, déjà, il est le rookie qui joue le plus en NBA. 35 minutes par match, c'est juste énorme pour un débutant. Alors je sais que c'est à Toronto où Nick Nurse aime beaucoup faire jouer ses titulaires et ses pièces majeures, mais voir que Scottie Barnes justement est une pièce majeure en tant que rookie, déjà ça a du sens. Après, avoir autant de minutes, on pourrait dire que ça l'aide à gonfler ses stats à Scottie Barnes, et c'est sûrement vrai, mais moi je vois plutôt le revers de la médaille. Jouer autant, je le répète, dans une équipe qui a les playoffs pour ambition et qui justement s'est qualifiée en playoffs sans passer par le play-in, ça souligne quand même tes qualités et ton talent. La polyvalence de Barnes des deux côtés du terrain, je la trouve totalement folle. Très vite en fait, il a obtenu un gros rôle dans une équipe qui a fini 5e à l'Est, donc ça parle. Alors ok, c'est ni le meilleur scoreur des rookies, ni le meilleur rebondeur, ni le meilleur passeur, mais en termes d'impact, j'adore ce qu'il montre. En fait, j'aime qu'il puisse défendre déjà sur tous les postes, du poste 1 au poste 4, j'aime comment il a les mains actives, j'aime comment il peut faire des interceptions, j'aime le fait aussi toujours en défense qu'il puisse vraiment bien s'occuper du meilleur scoreur adverse, j'aime qu'il se batte, qu'il soit agressif, qu'il soit compétiteur, hein, vraiment, ça définit Scottie Barnes ça. J'aime quoi d'autre, j'aime ses qualités athlétiques, j'aime son handle, j'aime ses capacités en drive, j'aime son playmaking, j'aime sa vision de jeu, bon j'aime beaucoup de choses, hein, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de qualités chez Scottie Barnes. Donc ok, peut-être que Barnes n'est pas encore élite dans pas mal de secteurs, mais il est pas loin d'être excellent partout quand même, et ça lui donne de vrais arguments. Donc sur ses concurrents, moi pour conclure avec Scottie Barnes, je dirais qu'il a l'avantage de la polyvalence et du bilan collectif des Raptors. Le deuxième candidat que je vous présente et qui a été choisi par la NBA pour ce trophée, c'est Cade Cunningham qui cette saison lui tournait à 17,4 points à 41,6% au tir, 5,5 rebonds et 5,6 passes. Là on a le meilleur scoreur parmi les rookies. Après il a fait un début de saison où il a quand même peiné à trouver ses marques, ça il faut pas l'oublier, mais depuis on a un Cunningham qui est vraiment monté en puissance et qui a prouvé peu à peu à Détroit qu'il avait le potentiel d'une future star. Il est très polyvalent lui aussi, c'est un excellent passeur, un bon playmaker, un meneur qui est long, qui est athlétique, et ça lui donne d'énormes outils des deux côtés du terrain. Alors c'est vrai, si on regarde son adresse, elle est peut-être pas encore régulière, mais moi ce que j'ai aimé c'est que tout au long de la saison il y a vraiment eu du mieux. Il était à 37% de réussite en novembre, il est passé à 48% en mars, l'évolution est juste folle, sachant qu'au mois de mars il scorait aussi 23 points par match, donc ça montre vraiment comment il a progressé tout au long de la saison. Donc je le répète, hein, en termes de scoring, je pense que actuellement, en tout cas sur cette saison, c'est le rookie le plus performant de la NBA. Maintenant, il paye sûrement un petit peu le fait de faire cette production dans une équipe de fin de tableau comme les Pistons, comme Détroit. Même s'il est un bon défenseur aussi, il est sûrement moins élite que ses deux concurrents aussi. Et ça il peut peut-être le payer. Même son impact défensif, qui est moins fort que Barnes, c'est que le troisième candidat qu'on dévoilera après. Maintenant, ça lui empêche pas quand même tout ça d'avoir un vrai rôle dans son équipe. Sûrement déjà le rôle d'un franchise player, hein, beaucoup plus en tout cas que ses deux concurrents. Donc maintenant, on va être honnête, avec Cade Cunningham, quoi qu'il arrive, on sait qu'on a un vrai client pour le présent et encore plus pour le futur. Et sur ses concurrents, je pense qu'il possède l'avantage du scoring, de sa progression tout au long de l'année et du fait que lui soit potentiellement déjà un franchise player alors que les autres non, mais c'est aussi plus facile de l'être dans une équipe de fond de tableau. Et le troisième candidat, pas de surprise, hein, de toute façon vous le saviez, c'est Evan Mobley qui cette saison tournait à 15 points par match à 50,8% de réussite, 8,3 rebonds et 2,5 passes. Donc comme je l'ai dit quand je parlais de Scottie Barnes tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il était le grand favori pendant toute l'année. C'est sûrement parmi les rookies celui qui a été le plus régulier, parce que Barnes il a connu un petit coup de mou par exemple au mois de décembre, et Cade Cunningham, on l'a dit, lui il a très mal débuté sa saison. Pour aller un peu plus loin avec Evan Mobley, je pense qu'il est aussi le meilleur défenseur de sa QV jusque-là, ou au moins le meilleur protecteur de cercle, parce que même si sa mobilité lui permet de switcher, c'est surtout un gros contreur qui est très vertical, mais ça reste quand même un défenseur très polyvalent. Maintenant, je trouve que son cas est compliqué à étudier, parce que même s'il a du talent, il est probablement l'attaquant le moins gifté parmi les trois candidats. Alors attention, hein, je dis pas qu'il peut pas scorer, j'apprécie sa verticalité, il peut choper vraiment des passes lobées, et Darius Garland s'est régalé à lui en envoyer, donc j'aime son jeu en pick and roll, pareil avec Darius Garland, et même son petit mid-range, donc en plus vu qu'il peut tirer de loin de temps en temps, il a des qualités en attaque. Maintenant, contrairement aux deux autres, il est moins du genre à dépasser régulièrement la barre des 20 points par match. Moins que Cunningham et à moindre mesure moins que Scottie Barnes aussi, parce que eux, ils peuvent presque exploser cette barre des 20 points quand ils veulent. J'exagère un peu, mais bien souvent en tout cas. Donc ouais, Mobley il le fait de temps en temps, passer les 20 points par match, mais ça reste pas très fréquent. Et ça, en fin de saison d'ailleurs, il le faisait un petit peu plus fréquemment, mais je pense que c'est toujours pas quand même un scoreur comme les deux autres peuvent l'être. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de saison, il s'est blessé à la cheville, et je pense que ça lui a fait un petit peu de mal dans cette course au Rookie of the Year. Il a manqué 5 matchs dans la toute dernière ligne droite, et tout ça peut piquer un peu. Et puis je dois avouer aussi qu'il m'a un poil déçu avec la blessure de Jarrett Allen, parce que ses stats sont restées bonnes, mais il a pas réussi à step up comme
attendu, alors qu'il y avait vraiment de la place avec Jarrett Allen, et peut-être, même s'il est rookie et qu'on peut pas trop en attendre de lui, ben moi j'aurais aimé qu'il compense un petit peu mieux l'absence du pivot des deux côtés du terrain. Donc maintenant je me rappelle, je me rends compte que pour un débutant je suis très 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 exigeant, surtout que Mobley au global, malgré tout ce que je viens de relever qui a l'air un peu négatif, nous a fait vraiment une super saison. Donc voilà. Par contre, on parle d'élire le Rookie of the Year là, donc forcément faut être sévère, et il y a deux gros concurrents, donc il faut soulever à chaque fois les qualités et les faiblesses un petit peu dans leur jeu, mais chez Mobley, pour conclure, je vais quand même retenir tout ce que j'ai dit au début, il y a tout plein de choses cool à relever, c'est le meilleur rebondeur parmi les rookies, il fait déjà partie des meilleurs contreurs de la ligue, et là je parle pas que des rookies, il a vraiment aussi ce côté catalyseur dans la défense des Cavaliers, il joue avec beaucoup de maturité, et tout ça c'est très positif, et ça va dans son sens, ça augmente et ça améliore un petit peu son cas. Et sur ses concurrents, vu que j'ai donné des avantages pour les autres, je dirais que Mobley il possède la défense, je le répète, à mon avis c'est le meilleur défenseur, mais aussi la régularité, parce que dans la saison, même s'il y a eu un peu de moins bien et qu'on en attendait plus à la toute fin, je pense qu'il a été plus régulier que les deux autres. Donc maintenant, dites-moi, entre Scottie Barnes, Cade Cunningham et Evan Mobley, qui pour vous mérite le trophée John Duff du Rookie of the Year? Alors pour vous, le trophée John Duff du meilleur rookie de la saison NBA 2022 est décerné à Evan Mobley. Vous avez choisi Evan Mobley, ouais, contrairement à la NBA qui a Scottie. Ok, je voulais mettre le petit tambour, il est arrivé en retard. Donc ouais, il est décerné à Evan Mobley, que vous avez choisi à 51%, c'était très serré parce que vous avez mis Scottie Barnes à 47%, Cunningham a quand même eu 2% des voix, donc il arrive à la 3ème place, loin derrière. Donc contrairement aux votants de la NBA, vous avez choisi Evan Mobley, en me disant, le principal argument que vous aviez dit, c'était qu'il a été plus impactant hors playoff, qu'il a été plus régulier, qu'il a été meilleur défenseur, plus complet aussi, même si ça se joue avec Scottie Barnes, et de toute façon, moi aussi j'ai eu du mal à choisir. Par contre, moi, sur ce trophée-là, vous allez dire que je retourne ma veste, et c'est vrai, je retourne ma veste, parce que toute la saison, moi j'aurais dit que c'était Evan Mobley, mais sur la toute fin de saison aussi, dans les derniers jours, là, quand il fallait voter, j'aurais finalement voté pour Scottie Barnes, parce que j'ai trouvé que Scottie Barnes avec les Raptors, ce qu'il faisait était exceptionnel. On a des Raptors qui ont été sur une dynamique totalement différente de celle des Cavaliers, des Raptors qui ont été très performants en fin de saison quand Cleveland a baissé, et je répète, quand on vote, on se rappelle souvent de ce qui s'est passé à la fin, et je crois que Evan Mobley, il m'a un petit peu déçu quand j'aurais espéré que sans Jarrett Allen, il se montre un peu plus impactant dans la win. Donc premier désaccord entre nous, vous avez choisi Evan Mobley, vous êtes en désaccord aussi avec la NBA, même si c'était très serré, quand moi j'aurais choisi Scottie Barnes, et c'est pour ça que ces lives sont cool, on peut pas toujours être d'accord. Allez, on passe au deuxième trophée, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, et le premier candidat que la NBA a choisi, c'est Mikal Bridges, qui cette saison a tourné à 14,2 points, alors je dis les points, mais c'est vrai que c'est pas le plus important pour le meilleur défenseur, 4,2 rebonds, 0,4 contre et 1,2 interceptions. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il n'y a pas que des pivots, de voir aussi qu'il y a des défenseurs extérieurs, des défenseurs au périmètre parmi les candidats, et Bridges fait partie de cela. En fait, moi je milite souvent pour rappeler que Bridges c'est pas qu'un bon défenseur, pour préciser aussi qu'il est très bon en attaque, mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, parce qu'on parle du trophée de meilleur défenseur, donc c'est sur la défense évidemment qu'on va se concentrer. Avec ses bras hyper longs, Bridges, moi ce que j'apprécie, c'est qu'il peut vraiment gêner plusieurs postes, au moins de 1 à 4 clairement, pour aller jusqu'au poste 5 c'est un peu difficile parce qu'il est fin, mais quand même de 1 à 4 c'est déjà lourd, et régulièrement en plus de ça, il s'occupe de la plus grosse arme offensive d'en face, et là-dessus, chapeau. Donc parmi les candidats pour ce trophée, je pense qu'en défense, vous allez voir qui y a après, c'est le plus polyvalent, et déjà rien que ça, pour moi ça compte, et avoir un tel impact dans la meilleure équipe de la ligue, un tel rôle, tout ça, ça compte aussi, forcément. D'autant plus qu'on en parle peu, mais grâce à Bridges, entre autres, les Suns sont le 3e meilleur defensive rating de la ligue. Donc on avait une équipe de Phoenix qui était très forte en défense. Pour ça, même s'il n'est pas tout seul, merci à Mikal Bridges. Pour aller plus loin, j'ai envie de dire que ce mec, il est increvable, il a jamais manqué un match de sa carrière, donc c'est un vrai Iron Man, et il est capable de jouer avec une intensité de dingue pendant toute la saison, du début à la fin d'un match. Il a une endurance incroyable. Donc j'aime beaucoup sa capacité à dévier des ballons avec ses grands bras, tout en restant bien en face de son gars. Il est capable d'éviter les fautes aussi, justement, quand tu joues l'interception comme il joue, ne pas faire de faute, en tout cas ne pas en faire trop, c'est balèze. Il faut lutter pour lui scorer sur la tronche et l'attaquer en 1 contre 1. Face à lui, chaque panier se mérite, donc il est vraiment un défenseur comme je les aime, gifté, intelligent et agressif, compétiteur, il a un gros mental, donc j'adore. Et donc je pense que son plus gros avantage sur ses concurrents, parce que je pense qu'on va avoir un trophée assez serré encore, c'est cette polyvalence et cette endurance. Donc ça, à mon avis, c'est les gros points qui vont dans le sens de Mikal Bridges. Le deuxième qui a été choisi par
la NBA, c'est le français Rudy Gobert, qui cette saison a tourné à 15,6 points, 14,7 rebonds, 2,1 contre et 0,7 interceptions. Là, avec Rudy, on a clairement un profil différent, vu que cette fois-ci, on parle d'un pivot, et c'est souvent des pivots qui remportent le trophée de meilleur défenseur. Donc lui, clairement, par rapport à Bridges, il est beaucoup moins polyvalent, même s'il a fait quelques progrès, et ça, faut le noter pour sortir au périmètre. Mais il faut quand même que ça reste exceptionnel, car oui, là où Rudy excelle vraiment, c'est pas au périmètre, où il peut dépanner un peu, mais c'est tout. Parce que par contre, dans la peinture, c'est son domaine, c'est son royaume, le mec met énormément de contres, il dévie énormément de trajectoires rien qu'en levant les bras, et rien que sa présence fait peur à énormément d'attaquants qui voudraient attaquer le cercle. Bon, pas tous, hein, Ja Morant t'aura pas peur, mais c'est parce que lui, il a peur de rien. Et puis pour parler de Rudy à nouveau, on se dit que tourner à plus de 2 contres par match, c'est quand même très très lourd. Puis, c'est pas tout, moi ce que j'aime bien en parallèle, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'il est le meilleur rebondeur de la ligue, et moi je fais partie de ces gars qui insistent sur le fait qu'une défense est pas terminée tant que tu n'as pas récupéré la balle. Et souvent, la balle, elle se récupère après un tir raté, quand tu prends le rebond défensif. Si tu le récupères pas, ça sert à rien. Et encore une fois, on a un Rudy qui excelle dans ce domaine, parce que, je le répète, c'est le meilleur rebondeur de la ligue. Et pour moi, ça c'est important dans la défense. Maintenant, le problème de Rudy Gobert, c'est que le Gobzilla, un peu là, on le connaît en défense, on le connaît son impact. Il a déjà 3 deep boys et on s'est habitué à ce qu'il fait. Mais c'est pas parce qu'on s'est un petit peu lassé et que c'est devenu banal que son impact est moindre. Par contre, le truc qui va pas dans son sens cette année, si je veux aller plus loin, moi plus que ça, parce que ça je veux pas que ça rentre en compte, la lassitude, c'est que la défense de Utah a un peu perdu de sa superbe, je trouve. C'est que le 9e meilleur defensive rating de la ligue, c'est pas nul, mais c'est pas élite comme ça l'a été par le passé. Cependant, malgré tout ça, il reste sûrement le plus gros intimidateur de la NBA et qui a pour avantage vraiment sa protection de cercle et ses rebonds sur les deux autres. Et le troisième dont on parle, c'est Marcus Smart, avec ses 12,1 points, ses 3,8 rebonds, ses 0,3 contre et ses 1,7 interceptions. Donc on termine avec celui qui clairement a été élu Deep Boy la semaine dernière par la NBA. Donc on verra vous aussi si vous êtes d'accord avec ce vote ou si vous êtes en désaccord comme pour le trophée John Duff du meilleur rookie juste avant. En tout cas, le rôle de Marcus Smart, c'est vraiment le rôle de la teigne. C'est le vrai hustler qui lâchera jamais rien, le mec qui va harceler le porteur de balle adverse et qui va le faire déjouer. Donc clairement, il est moins polyvalent que Bridges, il est moins protecteur de cercle, c'est un euphémisme, que Rudy Gobert, même si avec son physique, il peut clairement dépanner à l'intérieur, ça j'aime bien, hein. De temps en temps, il switch sur des pivots et il arrive à lutter en mettant l'avant-bras et en mettant son corps en opposition, parce qu'il est carré et costaud, le Marcus Smart, et il peut vraiment venir sur des prises à 2 sur le pivot adverse. Donc ça montre qu'il est un minimum polyvalent, sa capacité à venir en aide. Mais ce que j'aime surtout, et ce qui définit le plus le Marcus Smart, c'est sa capacité à harceler le meneur adverse. Et c'est important, parce que quand tu cadenasses réellement la rampe de lancement de l'autre équipe, forcément, elle se met à déjouer. Et même s'il fait 2 interceptions par match, quasiment 1,7, là on disait tout à l'heure, mais son impact, je trouve, ça se voit pas trop dans ses stats à lui, mais plutôt dans les stats de ses adversaires directs. Parce que souvent, face à Smart, regardez les gars sur qui ils défendent, même si c'est des stars, ça leur arrive souvent de passer à côté de leur match. Donc avec lui en premier rideau, Boston a pris l'habitude de vraiment terroriser les attaquants adverses, même toutes les attaques adverses. Les coachs font des cauchemars un peu là, en ce moment, notamment face à la défense de Boston. L'équipe, les Celtics, c'est l'équipe qui encaisse le moins de points de toute la NBA, c'est le 2e meilleur defensive rating. Pour moi, avec ces 2 stats là, et surtout vu comment ils sont montés en puissance sur la 2e partie de la saison, c'est la meilleure défense de la ligue, hein, vraiment, et ça s'est confirmé, hein, sur la 2e partie de saison. Plusieurs fois là, les adversaires des Celtics étaient complètement étouffés et ils devenaient complètement impuissants, ils devenaient complètement inoffensifs face à cette défense, et c'était Marcus Smart qui défendait en premier rideau et qui donnait le ton vraiment pour cette défense assez incroyable des Celtics. Donc ses avantages, hein, pour conclure sur ces autres, je pense que c'est son énorme combativité, son énorme agressivité, mais aussi d'être le maillon essentiel de l'équipe qui, je pense, a la meilleure défense de la ligue. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On va partir sur le sondage. Qui selon vous mérite le Deep Boy, ce trophée Bob Locke? Est-ce que c'est Michael Bridges? Est-ce que c'est Rudy Gobert? Ou est-ce que c'est Marcus Smart? Pour vous, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur de la NBA lors de la saison 2022 est décerné à Marcus Smart. Cette fois-ci, vous êtes d'accord avec la NBA parce que vous êtes 55%, donc plus de la moitié à avoir voté Marcus Smart. Et il n'y a pas de deuxième parce qu'on a 2 deuxièmes ex-aequo avec Michael Bridges et Rudy Gobert qui sont à 22,5% chacun. Donc c'était vraiment serré pour cette 2e place vu qu'il y avait des ex-aequo, mais quand même vous avez choisi Marcus Smart. Et perso, moi à la base, je me dis que j'aurais pu avoir un faible pour Bridges et sa méga polyvalence, surtout que j'aime bien en fait que la NBA mette en valeur
autre chose que des pivots. J'aurais pu avoir un faible pour Gobert, qui a compensé vraiment aussi les erreurs défensives d'Utah qui ont été moins fortes qu'avant, et qui, le pauvre, a dû se faire postériser parce qu'il y avait des gros trous dans la défense, mais qui a fait ce qu'il pouvait. Mais pareil, j'aurais aussi choisi Marcus Smart, parce que la défense des Celtics est trop forte. Bien sûr, hein, c'est pas le seul qui défend aux Celtics. Il y a aussi Al Horford, il y a aussi Robert Williams, mais comme je disais tout à l'heure, c'est lui le premier maillon, c'est lui le premier rideau, et c'est de lui que tout part, j'ai l'impression, parce qu'il arrive à étouffer le meneur adverse. Et ça, pour moi, c'est primordial. Voir que t'es le premier maillon de la meilleure défense de la ligue, selon moi, tu mérites le Deepoy. C'est aussi simple que ça, donc moi aussi j'aurais voté Marcus Smart. Allez, passons au trophée du meilleur francophone. Et le premier candidat, un Camerounais, Joel Embiid, qui cette saison a tourné à 30,6 points, 49,9% au tir, 11,7 rebonds et 4,2 passes. Alors lui, je vais pas non plus parler des heures de son cas, parce que mon petit doigt me dit qu'on s'attardera bien plus à son sujet pour un autre trophée qui est peut-être plus important, qu'on abordera en fin de live. Maintenant, que dire sans trop spoiler ce que je dirais tout à l'heure ? Ça va aller vite, hein. Le Camerounais, c'est le meilleur scoreur de la ligue, c'est le premier pivot depuis Shaq à recevoir un tel honneur, c'est le premier pivot depuis Moses Malone à tourner à plus de 30 points par match, et rien que ça montre la lourdeur de sa saison, surtout qu'à ça, faut ajouter ses 12 rebonds et ses 4 passes de moyenne, faut ajouter sa capacité à bien mieux gérer les prises à deux qu'à l'époque, à s'adapter et à réussir à ressortir sur les shooters, et son plus grand leadership, parce que même s'il a encore du taf à fournir dans ce domaine, je trouve qu'il a pris en maturité. Donc pour la première fois depuis longtemps, on a un Joel qui est resté en bonne santé quasiment toute la saison, même s'il a chopé le Covid en début de saison, je trouve qu'il est bien revenu, il a perdu quelques kilos, il est revenu super en forme, donc là, clairement, pour Joel Embiid, on va conclure là-dessus, vu qu'on reparlera de lui tout à l'heure, il vient sûrement de boucler la saison la plus accomplie de sa carrière, tout simplement. Deuxième candidat, Rudy Gobert, donc pareil, on vient d'en parler, mais là on va parler vraiment d'autre chose que de la défense. Il a tourné à 15,6 points, 71,3% au tir, 14,7 rebonds et 1,1 passe. Donc comme je disais, on va pas en faire des tonnes, et on va essayer de pas revenir sur sa défense, parce qu'on en a déjà longtemps parlé, et c'est normal, parce que la défense, c'est ce qui définit avant tout le mieux le jeu de Rudy Gobert. Donc ouais, il fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue, et même si vous avez voté Marcus Smart, il est arrivé deuxième ex-aequo avec Michael Bridges. Par contre, c'est vrai que si on parle de son attaque, on peut dire que c'est un poil plus compliqué, notamment au niveau du scoring. Dans le dispositif de Snyder, on voit que Rudy n'a que peu de ballons, parce que le Jazz insiste beaucoup sur l'ISO et le shoot de loin, et Rudy n'est que très très peu servi dans la peinture. Pourtant, c'est un bon finisseur, qui peut conclure sur des passes lobées, ou très près du cercle. C'est un joueur qui peut être très bon en fin de chaîne, mais qui reçoit pas assez de ballons pour briller au scoring. Même s'il tourne à quasi 16 points par match, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il peut pas trop s'écarter, il peut pas trop créer son shoot, ou même pas trop jouer au poste, et ça l'handicape un peu, dans l'idée de recevoir plus de ballons, je pense. Bon, ça, comme je disais, hein, ça l'empêche pas de scorer un minimum, tout en tirant à plus de 70%, mais je me demande s'il peut faire beaucoup plus que ces stats-là, même s'il est plus servi. Il peut faire, c'est sûr, un peu plus, mais je suis pas sûr qu'il exploserait et qu'il ferait une saison à plus de 20 points par match. À voir, hein, parce que ça c'est un what if, ça n'arrive pas, mais j'ai quand même des doutes. Par contre, encore une fois, ce que j'aime, c'est sa présence au rebond offensif aussi, pour offrir des secondes chances à sa team, et ça, même si c'est pas des points directement, c'est précieux pour une équipe en attaque, mais j'aime aussi ses écrans, qui libèrent des espaces. Je rappelle que dans les screen assists, il fait toujours partie des meilleurs de la ligue depuis des années, hein, c'est une de ses spécialités. Donc vraiment, si on mixe son énorme défense avec sa grosse protection de cercle, et son rôle du travail de l'ombre en attaque, c'est évident que Rudy Gobert, là, le français, fait partie des meilleurs francophones. Et le troisième candidat que vous avez choisi sur Discord, c'est Spicy P, Pascal Siakam, qui cette saison tournait à 22,8 points, à 49,4% au tir, 8,5 rebonds et 5,3 passes. Donc c'est des stats complètes, et on a un deuxième Camerounais ici parmi les francophones, et j'ai vraiment adoré la saison qu'il a faite. Du moins, en tout cas, je l'ai trouvé très intéressante. Il a commencé blessé, puis il a trouvé son rythme doucement. Il est monté en puissance, en fait, un peu en mode diesel, en augmentant ses stats mois après mois et en améliorant son impact de match après match, j'ai envie de dire. Et ça, c'était intéressant pour se rattraper de sa campagne assez décevante de l'année d'avant. Donc au départ, moi je trouvais que quand il s'est remis de sa blessure, il profitait pas mal du playmaking de Van Vliet pour jouer sans le ballon, et ça l'a pas mal aidé, je pense, à retrouver le tempo, de briller sur les cuts ou briller sur les transitions, qui étaient quand même ses qualités premières quand les Raptors ont gagné le titre en 2019 avec Kawhi Leonard. Mais peu à peu, il a retrouvé le rôle de ball handler qu'il a chopé après le départ de Kawhi, justement, en prenant au fur et à mesure, je trouve en tout cas, la place de franchise player à Fred VanVleet. Il a livré un mois de mars assez exceptionnel avec 26 points, 8 rebonds et 5 passes, et c'est limite des chiffres de titulaire au All-Star Game, ça, alors qu'il a même pas participé au All-Star, Pascal Siakam. Donc en fait, j'ai vraiment apprécié, je pense, comment les rôles se sont inversés, avec un VanVleet qui s'est mis à jouer beaucoup plus sans le ballon qu'avant, et un Siakam qui, lui, portait un peu plus la balle, et arrivait à trouver VanVleet
en catch and shoot après ses démarquages. Et voir cette relation entre les deux, de voir que les deux peuvent se trouver sans ballon, mais je trouve ça intéressant. Une vraie alternance en tant que ball handler qui est devenue super cool à voir du côté de Toronto, et je pense qui a aidé aux Raptors à gagner en puissance sur la fin de la saison. Et puis ouais, ce que j'ai aimé de toute façon, c'est voir comment les Raptors ont été bons au fur et à mesure de cette montée en puissance sur la fin de saison, et comment ils ont réussi à décrocher la cinquième place de l'Est en remontant au fur et à mesure dans le classement, dans le sillage de Pascal Siakam. Tout ça, ça montre son gros impact, parce que plus il a été bon, et plus Toronto a été bon. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, Siakam nous a fait une grosse saison, il l'a fini en boulet de canon, et je trouve que c'est complètement normal de l'avoir parmi ces 3 candidats au trophée francophone. Mais vous, du coup, qui choisissez-vous entre Joel Embiid, Rudy Gobert et Pascal Siakam? C'est le moment de voter. Les votes sont terminés, et pour vous, le trophée francophone du meilleur francophone de la saison NBA est décerné à Joel Embiid. Et là-dessus, il n'y a vraiment aucune surprise. On s'y attendait. 83% des votes pour Joel Embiid. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir qui avait la deuxième place. C'est Pascal Siakam qui chope la deuxième place avec 11% des votes. Et Rudy Gobert qui ferme la marche et qui est troisième candidat avec 6% des votes. Donc ça montre bien les 83%, la domination de Joel Embiid pour ce trophée. Et moi, c'est ce que je dis. Moi aussi, évidemment, j'aurais voté Embiid, pas de doute. Parce que des 3 candidats, c'est le plus dominant et c'est le seul à être dans la course au MVP. Donc je ne me voyais pas voter et élire quelqu'un d'autre que Joel Embiid comme vous. Donc let's go pour ce trophée, il n'y avait pas trop de suspense. Allez, on enchaîne dans la course au trophée et nous passons au trophée Encéphale du coach de l'année. Et le premier candidat, c'est Taylor Jenkins des Grizzlies, qui nous a fait avec Memphis une saison à 56 victoires, 26 défaites et a chopé la deuxième place de la conférence Ouest. Et donc Memphis, c'est la grosse sensation de cette saison, parce que finir deuxième à l'Ouest, c'est un accomplissement pour ces Grizz que personne n'attendait. Honnêtement, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui les avaient vus là quand ils faisaient leurs pronostics d'avant-saison. Donc pour ça, évidemment, on a avant tout envie de donner du crédit à Ja Morant, parce qu'il le mérite, tout ce crédit, mais pour moi, le véritable artisan de ce succès, c'est Taylor Jenkins. La preuve, même malgré les différentes blessures de Morant, même malgré les absences liées au Covid du côté de Memphis, même malgré les blessures des autres joueurs, eh bien les Grizz ont continué à être performants pendant toute la saison et des deux côtés du terrain. En vrai, cette équipe, moi j'adore leur alchimie, j'adore la façon dont ils se complètent et se sacrifient les uns pour les autres, et j'apprécie vraiment cette mentalité next man up. Dès qu'il y a quelqu'un de blessé, il y en a un autre qui enfile ses baskets, qui met le bleu de chauffe et qui assure. Et celui qui a créé ça, cette mentalité, cette alchimie, c'est évidemment Taylor Jenkins. Voir que l'équipe est dans le top 5 de la ligue, dans les meilleures attaques et dans le top 5 des meilleures défenses, je trouve que c'est ultra significatif. On a un roster qui est bourré de joueurs intelligents et de joueurs qui connaissent tous leur rôle, qui le comprennent et qui l'acceptent, qui sont complémentaires et qui feront tout pour remplir justement ce rôle qu'on leur donne, endosser ce costume à la perfection. Et là encore, chapeau à Jenkins pour ça, qui a su trouver les rôles adaptés à chacun. Il a vraiment su responsabiliser tout le monde, et voir qu'il fait ça à seulement 37 ans, moi j'hallucine à chaque fois que je vois l'âge de Jenkins qui a que 2 mois d'écart avec LeBron James, et voir que justement à 37 ans il arrive à diriger sa team de main de maître, mais ça m'épate encore plus. Donc tout le monde s'attendait à ce que les Grizzlies vivent une saison de transition, pour cette équipe qui était jeune quand même, qui en plus s'était séparée de Valanciunas, une saison pour prendre de la maturité, surtout en vue du futur, et au final, c'est tout l'inverse qui s'est passé, avec un step-up incroyable pour Memphis. Donc stop là, la conclusion est simple, Taylor Jenkins a juste fait un job fabuleux, le mec fait clairement l'unanimité parmi tous ses joueurs, c'est un truc de ouf, à tel point que même Jared Jackson Jr., là j'ai appris ça il y a pas longtemps, il lui a fait une dédicace récemment dans son album de rap, là qui est sorti il y a quelques mois, et donc quand on mixe leadership et connaissance tactique comme Taylor Jenkins le fait, je me dis qu'on fait forcément partie des super coachs, et je trouve ça tout à fait normal qu'il ait été nommé par la NBA parmi ces 3 candidats. Le deuxième candidat pour ce trophée Encéphale, c'est Erik Spoelstra du Miami Heat, qui a fait une saison à 53 victoires pour 29 défaites, et qui a terminé premier de la conférence Est. Alors lui, je le répète souvent, mais je me dis que c'est fou quand on regarde toute sa carrière qu'il n'ait jamais réussi à être coach de l'année. Pour moi, parmi les coachs actuels, il y a peut-être que Popovich qui a une légende supérieure à celle de Spoelstra. Allez, si, on peut mettre Steve Kerr si vous voulez, mais c'est à peu près tout. Mais le souci, c'est que malgré plusieurs, et un paquet même de super saisons, de super résultats, souvent, à chaque fois, il s'est fait choper le trophée de coach de l'année par un coach qui, sur la saison en question, était sûrement un poil méritant. Ça, en fait, je critique pas le fait qu'il ait jamais été coach de l'année, parce qu'à chaque fois, il y en avait juste un au-dessus de lui. Mais c'est le jeu. Mais tu te dis, pour sa carrière, c'est assez incroyable qu'il ait jamais été élu coach of the year. Mais ce trophée, il se donne sur une saison et pas sur une carrière, donc c'est comme ça. Et là encore, je suis pas sûr qu'il l'obtienne, Pourtant, encore, quelle saison il a faite avec le Heat. C'est un expert de la stratégie, c'est aussi un gars qui est vraiment respecté par ses joueurs, et sa spécialité à lui, c'est vraiment de trouver des pépites que personne ne connaît en bout de banc et de leur donner une immense valeur en leur donnant un rôle, pareil que Jenkins là aussi, mais encore plus je trouve du côté de Spoelstra, en leur donnant un rôle qui est parfait pour eux
et tirer le meilleur de leur qualité. Donc dédicace à Max Strus par exemple pour ça, qui est même devenu titulaire en playoff, ça je m'y attendais pas, mais aussi à Gabe Vincent qui a un rôle incroyable, à Caleb Martin, à Dwayne Dedmon, à Omer Yurtseven aussi qui a dépanné sur quelques matchs et qui a été bon. C'est fou de voir que tous ces gars là, qui s'imaginaient qu'à un moment ou un autre de la saison, ils seraient si importants, ils auraient un rôle aussi indispensable pour le Heat quand il y avait des absents, des blessures ou des cas Covid, et pourtant ils l'ont fait. Moi je me rappelle quand on faisait un peu la preview du 8 en début de saison, beaucoup de monde s'inquiétait pour la profondeur de banc de cette équipe. Et aujourd'hui, grâce à Erik Spoelstra, grâce à la valeur qu'il a donnée à ses joueurs, plus personne ne doute de ça. Lui-même vraiment a réussi à faire de l'or avec tout ce qu'il avait, et vraiment je mâche pas mes mots quand je dis vraiment il a fait de l'or. En parallèle, il a su super bien intégrer des nouvelles recrues comme Kyle Lowry et PJ Tucker dans son système, en faisant avec l'absence de Markieff Morris qui a manqué une grosse partie de la saison depuis que Jokic lui est rentré dedans. Il a réussi à faire en sorte, bon déjà ils avaient le profil, mais que Lowry et Tucker correspondent exactement au Heat basketball, à cette mentalité qui est véhiculée par Spoelstra là dans cette team, dans cette ambiance de travail vraiment où tout est fait pour le collectif, tout est fait pour la win, où tout le monde se sacrifie les uns pour les autres et où après chaque match, voire même chaque entraînement, on laisse du sang, de la sueur et des larmes, j'ai envie de dire, si on continue, si on utilise l'expression. Donc cette saison encore, la recette a fonctionné pour Spoelstra, ça a porté ses fruits et ça montre que coach Spo, en bon disciple de Pat Riley qu'il est, c'est juste un coach exceptionnel et je suis content de le voir parmi les 3 nommés. Et le troisième candidat, c'est Monty Williams avec son bilan aux Suns de 64 victoires pour 18 défaites, premier à l'Est et même meilleur bilan de la ligue. Donc ouais, comment ne pas parler de lui là, de ce coach qui a drivé les Suns vers ce meilleur bilan de la NBA, le meilleur bilan de l'histoire de Phoenix d'ailleurs. Donc bien sûr, pour ça, on peut donner énormément de crédit à Chris Paul. Évidemment, en bon point god qu'il est, il a participé à cette transformation des Suns. C'est évident. On peut aussi donner beaucoup de crédit à Booker avec une énorme prise de maturité, une énorme prise d'expérience. Sauf que là, encore une fois, j'ai envie de noter que ces deux joueurs ont manqué pas mal de matchs sur blessure et pourtant Phoenix a continué à gagner. Pourquoi ? Parce que Monty Williams, avec ses grands discours de motivation, il a réussi à créer une alchimie assez exceptionnelle chez ses Suns. Ça a permis à des Cam Johnson, à des Michael Bridges de complètement exploser. C'est devenu 2 joueurs référencés qui vont être tous les deux dans la course au trophée aujourd'hui. D'ailleurs, Michael Bridges, on en a déjà parlé. Derrière eux, on a eu des Javal McGee, des Cameron Payne, des Landry Shamet et même des Bismack Biyombo qui, à un moment ou un autre de la saison, ont su rendre de fiers services, de gros services. Tout ça en ayant un temps de jeu aléatoire, mais en étant capable de tout donner dès qu'ils avaient une opportunité. C'est pas facile, moi je trouve, de garder tes gars motivés quand tu les fais pas jouer à tous les matchs. Pourtant, Monty Williams, en faisant comprendre à toute l'équipe que tout le monde devait être prêt à faire des sacrifices, que tout le monde aurait sa chance, que tout le monde devait être patient pour atteindre vraiment quelque chose de grand, en trouvant les bons mots pour garder toute son équipe motivée, et bien il a réussi à vraiment booster tous les membres de son groupe, aussi bien d'ailleurs lors des matchs à domicile que lors des road trips, parce que le bilan des Suns c'est aussi bon à domicile qu'à l'extérieur. Vraiment, il a toujours mis en avant les valeurs humaines, l'esprit de compétition. Tout ça, c'est au top de ses priorités, c'est tout à son honneur. Et ce qu'il a fait avec ses Suns, je trouve ça fantastique. L'équipe, quand on la voit, quand elle est menée au score, même en début de 4e quart-temps, elle panique jamais parce que Monty Williams a réussi à mettre tout le monde en confiance. Constamment dans le money time, on a une exécution qui est parfaite du côté des Suns. Bien sûr, Chris Paul joue beaucoup, mais je le répète, Monty Williams est vraiment responsable parce que Chris Paul joue pas tout seul et c'est vraiment le signe de toute façon d'une équipe qui est super bien coachée. Donc pour tout ce qu'il a fait dans l'Arizona, je trouve ça aussi très bien d'avoir Monty Williams parmi ces 3 candidats parce qu'il mérite beaucoup de reconnaissance. Mais pour vous, du coup, entre Taylor Jenkins, Erik Spoelstra et Monty Williams, qui mérite ce trophée Encéphale du coach de l'année? C'est à vous de jouer. Alors pour vous, le trophée Encéphale du coach de l'année est décerné à Erik Spoelstra. C'est Erik Spoelstra que vous avez choisi en militant le fait qu'il méritait bien d'avoir un jour dans sa vie ce trophée de coach de l'année et en mettant en valeur le fait de rendre des inconnus super bons, comme je disais tout à l'heure. Mais je crois qu'on a, pour un trophée ou même pour n'importe quel sondage depuis l'histoire de ces live Twitch, on n'a jamais eu une course aussi serrée. Parce que là, Spoelstra gagne avec 37%, juste devant Taylor Jenkins qui est à 34%. Taylor Jenkins, vous mettiez en valeur la dinguerie qu'il a faite, le fait qu'on n'attendait pas du tout les Grizzlies en playoff et qu'ils finissent 2e à l'ouest et qu'ils aient même continué à gagner sans Ja Morant, j'avoue que c'est exceptionnel. Et Monty Williams, lui, qui arrive en 3e position, mais quand même avec 29%. Donc vraiment, ça s'est joué à quelques votes près. Erik Spoelstra en 1 pour vous, Taylor Jenkins en 2 et Monty Williams en 3. Et moi, personnellement, c'est là où j'aurais pas été d'accord avec vous. J'aurais eu beaucoup de seum pour Spoelstra parce que mon cœur aurait eu envie de voter Spoelstra. Je valide énormément ce qu'a fait Jenkins aussi, mais je ne me vois pas mettre quelqu'un d'autre que Monty Williams, même s'il avait de bonnes pièces, même s'il avait Booker et Chris Paul qui ont fait énormément de choses.
La saison des Suns c'est trop belle, je trouve. Ils vont peut-être pas avoir un seul trophée, les Suns, on verra, hein, mais à mon avis, Michael Bridges a déjà échappé à un trophée tout à l'heure. Il y aura quelques nominés, mais je suis pas sûr qu'ils gagnent. Je pense qu'il faut la mettre en valeur quelque part, cette saison des Suns, pour l'exécution, pour la propreté, pour la justesse, et pour les méga discours qu'on voit souvent dans les highlights que Monty Williams arrive à faire pour booster toute son équipe. Moi, j'aurais voté Monty Williams pour ce trophée, et là on a un vrai désaccord, parce que pour vous, il était 3e. Mais c'est cool aussi de voir justement qu'on a tous des arguments différents. Enfin, on a des arguments qui se ressemblent tous, mais on a une façon différente de les hiérarchiser, et c'est ça qui fait partie du jeu. Le trophée suivant, c'est le trophée Joker du meilleur 6e homme. Et le premier candidat là qui a été choisi par la NBA, c'est Tyler Herro du Miami Heat, avec ses moyennes de 20,7 points à 44,7% au tir, 5 rebonds et 4 passes. Et voir qu'il est sur le banc de l'équipe la mieux classée à l'Est et qu'il est le 2e meilleur scoreur de la team derrière Jimmy Butler, déjà pour moi ça a du sens. Des 6e hommes qui tournent à plus de 20 points par match, dans toute l'histoire, hein, regardez, ça se compte sur les doigts d'une main, et Herro en fait partie. Ça c'est quand même déjà lourd quand on parle de son cas. Après une saison sophomore qui a été un petit peu compliquée, avec cette saison de toute façon qui a été compliquée pour tout le monde avec le Covid, mais j'ai senti un vrai step-up dans son jeu en termes de maturité, et son rôle sur le banc, ça se voit qu'il le kiffe, ça se voit qu'il l'affectionne. En fait, il est pas qu'un shooter comme je l'entends parfois, c'est avant tout un vrai scoreur qui peut scorer aux 3 niveaux. Bien sûr, il peut marquer de loin, mais j'aime aussi également quand il part en drive pour envoyer un flotteur dont il a le secret et avec lequel il est très en réussite. Le mec profite réellement d'avoir énormément de ballons dans la seconde unit pour les transformer en diamants. Allez, tout à l'heure je parlais d'or, mais maintenant je parle de diamants. Surtout qu'en fait, il a également fait de chouettes progrès dans le playmaking aussi. Il tourne à 5 passes par match, c'est balèze hein, pour un remplaçant, même s'il joue ses 33 minutes par match. Et pour moi, sans un héros à ce niveau en sortie de banc, Miami aurait eu beaucoup plus de mal à si bien se classer dans la conférence Est, tellement il est important dans l'effectif de Spoelstra. Donc Tyler Herro, vraiment, il y a de quoi valider sa présence dans les 3. Le deuxième, c'est Cameron Johnson des Phoenix Suns. Donc quelqu'un d'autre des Phoenix Suns, on va voir hein, si l'équipe qui a eu le meilleur bilan de la ligue arrive à avoir un trophée. Parce que tout à l'heure, vous avez préféré Marcus Smart à Michael Bridges. Juste avant, vous avez préféré Eric Spoelstra à Monty Williams. Est-ce que Cameron Johnson a une chance de faire gagner enfin un trophée à Phoenix? Lui, il a tourné à 12,5 points, donc beaucoup moins que Tyler Herro, mais à 46%, 4,1 rebonds et 1,5 passes. Donc avec Cam Johnson, clairement, on n'est pas dans le même calibre de stats. Cependant, on parle du meilleur remplaçant de la meilleure équipe de la ligue, et c'est au final tout à fait normal qu'il soit dans les 3 nommés pour cet awards. En 3 ans dans la ligue, je trouve qu'il a fait des progrès chaque année, et lui aussi, ce rôle en sortie de banc, il a vraiment appris à l'affectionner, à l'apprivoiser, en devenant de plus en plus performant, notamment au scoring, mais aussi au rebond. C'est un shooter excellent, hein, qui est très très propre, qui shoot à plus de 42% à 3 points, ça c'est déjà assez lunaire, et qui arrive à profiter de la circulation de balles des Suns pour sanctionner avec beaucoup de talent. Et son petit avantage face à Herro, je pense, même s'il stat beaucoup moins, c'est que lui, c'est un vrai two-way player qui a des outils pour défendre très fort aussi. Et cette saison, même si je dis qu'il score bien moins, il a quand même réussi à atteindre les 20-25 points à plusieurs reprises, tout en faisant une énorme perf à 38 points, à 9 sur 12 à 3 points face aux Knicks. Donc j'avoue, on en parle très peu hein, de Johnson pour ce trophée, mais en vrai, son rôle, je le trouve très important pour les Suns. Regardez les feuilles de match, hein, de toute façon, quand il a mis 20 points ou plus, Phoenix n'a perdu que 2 fois cette saison. Donc ça montre qu'il a de l'impact sur les 26 minutes qu'il joue en moyenne en sortie de banc. Donc je trouve ça cool d'avoir un joueur de Phoenix aussi parmi les 3 candidats. Et le troisième, c'est Kevin Love de Cleveland, avec ses stats de 13,6 points, 43% au tir, 7,2 rebonds et 2,2 passes. Avec lui, je trouve qu'on a affaire à l'un des plus beaux revivals de la saison. Avouez, on l'avait oublié, hein, le Kevin Love. On pensait déjà qu'il était en pré-retraite, vu son faible impact de ces dernières saisons. Il enchaînait les blessures, et en parallèle, avec les résultats des Cavs qui étaient mauvais, on avait une équipe de Cleveland qu'on oubliait, et un Kevin Love qu'on enterrait, lui, carrément. Et mentalement, en plus de ça, il était assez proche de la dépression, il voyait des psys, et on se disait que bon, il touchait ses dollars, mais il ferait sûrement plus long feu en NBA. Et là, au final, boosté par la très bonne saison des Cavs, en tout cas les 75% de saison excellente pour Cleveland, qui n'ont pas fait les playoffs malheureusement, et c'est comme ça a été un petit peu dur leur fin de campagne, et bien le mec on l'a revu, et pas qu'un peu, derrière le tall ball de Bickerstaff, là, qui a été mis, ou dans le 5 on avait un Lauri Markkanen, un Evan Mobley et un Jarrett Allen, et bien on a un Kevin Love qui est arrivé, malgré tous les grands, lui aussi pour jouer de bonnes minutes en sortie de banc, pour planter des triples en mode floor spacer, pour prendre des rebonds comme un big man qu'il est, et jouer le rôle de tonton expérimenté, un peu de leader vocal pour ses Cavs, et ce rôle de 6e homme, qu'il a endossé pour la première fois toute sa carrière, j'ai l'impression que ça lui a plu. Il a pris des coups de chaud bien sympathiques, je veux faire un gros SO à son match à 32 points, à 8 sur 11 à 3 points en seulement 17 minutes je crois, ou 15 minutes je sais plus, enfin en tout cas en moins de 20 minutes face aux Bucks, le gars il touchait plus terre, hein, c'était dingue, il mettait tous ses shoots, et voir qu'un vétéran comme Love, un ancien All-Star qui a été champion, a accepté de sortir du banc tout en étant hyper performant et en prenant vraiment son rôle à cœur, moi ça me touche, ça me plaît, ça montre le caractère, ça montre la mentalité de ce joueur, et ça me fait plaisir de parler
de lui aussi aujourd'hui parmi ces 3 candidats à ce trophée de Joker du meilleur 6e homme. Mais du coup, pour vous, pour ce trophée, qui est le grand lauréat, qui est le vainqueur? Est-ce que c'est Tyler Herro, est-ce que c'est Cam Johnson ou est-ce que c'est Kevin Love? Dites-moi tout ça, le sondage arrive. Allez, entre Tyler Herro, entre Cam Johnson et entre Kevin Love, le vainqueur du trophée Joker du meilleur 6e homme est décerné à Tyler Herro, et sans surprise, vous avez été 77% à voter pour Tyler Herro, et derrière on a les 2 autres candidats à égalité avec 11% chacun, donc 11,5 chacun si on veut vraiment arriver au 100%. Et Tyler Herro, effectivement, vous êtes plusieurs à avoir dit que ses stats étaient beaucoup plus hautes que celles des autres. Il a peut-être moins d'impact défensif que Cam Johnson, il prend peut-être moins de rebonds que Kevin Love, lui c'est peut-être un scoreur unidimensionnel, et encore, il fait 5 rebonds et il fait 5 passes. Non, vraiment ses stats sont au-dessus, il avait un impact fou dans une équipe qui a été compétitive. Et surtout, en sortant du banc, et ça vous l'avez bien dit dans le chat aussi, il est 2e meilleur scoreur de sa team. Comme je disais aussi moi tout à l'heure, des 6e hommes qui marquent 20 points par match, c'est très rare dans l'histoire NBA. Il y a eu Lou Will, il y a eu Eddie Johnson je crois à l'époque, et il y a dû en avoir un autre, mais c'est très peu, comme je dis, on les compte sur les doigts d'une main. Donc ouais, Tyler Herro meilleur 6e homme, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'aurais voté Tyler Herro. Donc sur ce vote-là, nous sommes d'accord. Attention, on a appris juste à la fin du live, là, lundi soir, quand on était encore ensemble à discuter et à papoter de basket, que le trophée de MIP était décerné à Ja Morant. C'est bien pour ça que là, tout de suite, tous ensemble, on va voir si c'est à lui qu'on décerne nous aussi ce trophée à l'improviste de la meilleure progression. Le 6e trophée, c'est le trophée à l'improviste du joueur qui a le plus progressé. Et le premier candidat qui a choisi la NBA, c'est Darius Garland, qui cette saison tournait à 21,7 points contre 17,4 l'année dernière, 46,2% au tir contre 45,1 l'année dernière, 3,3 rebonds contre 2,4 l'année dernière, et 8,6 passes contre 6,1 l'année dernière. Donc pour Garland, on observe une vraie progression statistique, mais c'est quand même pas la plus folle de la NBA, on va pas le cacher. Par contre, si on oublie les chiffres, je trouve que dans le rôle, il n'y a pas photo, le mec c'est devenu le leader d'une équipe qui pendant très longtemps dans la saison a été en très bonne position pour faire les playoffs. Même si on l'a dit quand on parlait de Kevin Love, malheureusement pour les fans de Cleveland, ils ont échoué. Il a même obtenu sa première sélection All-Star, et ça prouve clairement son changement de statut. Tourner à 22-8 dans une équipe qui finit 7ème à l'Est, finalement, c'est bien plus fort que ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire tourner à 17-6 dans une équipe qui était au fond de sa conférence. Ce qui m'a plu aussi, c'est comment il a su prendre ses responsabilités pour compenser des absences qu'il y a eu à Cleveland, notamment celles de Sexton ou de Rubio, et il a réussi à prendre les rênes de son équipe et à continuer à les porter vers le haut. On parle beaucoup de son scoring, de sa classe, de son swag, j'ai envie de dire, de sa vitesse, de son rythme, de son jeu en ISO, mais moi ce que je préfère, c'est son playmaking. Ses 19 passes face aux Sixers, je les ai pas oubliés, je rappelle qu'il tourne quasiment à 9 passes par match, surtout que dans la saison, il a son record là, c'était ses 19 passes face à Philadelphie, mais il a aussi fait d'autres perfs à 17 ou 18 caviar, tout ça c'est très lourd, il avait une alchimie avec Mobley et Allen qui était juste parfaite, sur pick and roll, il arrivait à attirer les défenses, ou même quand c'était pas sur pick and roll, en tout cas il arrivait à fixer les défenses pour envoyer des passes lobées comme un pro à ses intérieurs, donc un vrai client dans le playmaking, je l'ai trouvé souvent très juste dans ses choix, c'est vraiment devenu un joueur important de la ligue, un super meneur, et même si pour la bonne saison de Cleveland, il faut créditer du monde, il faut pas créditer que Garland, ben n'empêche que Garland c'est le premier qui me vient en tête. Sa progression a énormément aidé au step-up de sa team, donc bravo à lui pour avoir su assumer la pression qu'il a eue sur les épaules, cette nouvelle pression qu'il n'avait pas connue jusque-là, toujours en plus de ça avec une attitude ultra positive pour ses coéquipiers, il était tout le temps souriant, il est tout le temps leader, dans la défaite, dans la victoire, il a toujours été régulier, était stable, et j'ai trouvé vraiment que c'était un modèle malgré son jeune âge pour ses coéquipiers, et voir qui fait ça à tout juste 22 ans, même si évidemment c'est peut-être son petit défaut, son adresse de loin était parfois absente, elle était en tout cas irrégulière, mais j'ai trouvé sa saison très impressionnante à Darius Garland. Le deuxième candidat pour ce trophée à l'improviste, c'est Ja Morant, qui cette saison a tourné à 27,4 points contre 19,1 l'année dernière, il a shooté à 49,3% contre 44,9 l'année dernière, il a tourné à 5,7 rebonds contre 4 l'année dernière, et par contre il a fait un peu moins de passes parce qu'il a tourné à 6,7 passes contre 7,4 l'année dernière. Donc lui, qu'on parle de chiffres de toute façon ou de changement de statut, on a un step-up fabuleux avec Ja Morant. De leader d'une équipe qui luttait pour les playoffs, il est devenu starter All-Star. Lui qui n'avait jamais été lui All-Star avant, je le rappelle. Donc sa première sélection All-Star, il a été starter direct. On peut, je pense aussi, le considérer comme un top 5 MVP, ou pas loin en tout cas, il aurait peut-être été s'il avait été moins blessé en fin de saison. Et ça montre que, enfin voilà, vous vouliez de la progression, avec Ja Morant, on a de la progression. Avec son agressivité vers le cercle, son jeu spectaculaire, ses qualités athlétiques, c'est vraiment devenu un des
visage de la ligue, un des chouchous des fans, ça se voit. Dans la peinture, il a peur de personne. Quel que soit le big man qui défend, il sera capable de conclure avec son hang time et son body control. Quand il arrivera pas à mettre un tomard, il mettra un panier acrobatique. Tout ça, c'est fou. En plus de ça, il a une mentalité exemplaire. C'est le genre de gars qui assume ses propos. Je disais, en début de saison, il annonçait qu'il serait dans le top 5 des meneurs de la ligue. Et aujourd'hui, il y est. Comme je disais, il est peut-être pas loin d'être top 5 carrément des candidats MVP. Et il assume tout ça, ses propos, il assume aussi ses bonnes perfs, mais il assume aussi ses mauvaises quand il rate des lancers francs ou qu'il choque un peu ses actions en fin de match. Comme ça arrive à tout le monde, il a pas peur de dire en conférence de presse, je suis responsable. Et ça, j'aime bien. C'est ce genre de gars qui est fédérateur, que t'as envie de suivre à Memphis, parce que soir après soir, il donnera tout sur le terrain, et même les jours où il sera en difficulté pour scorer, il saura faire jouer les autres. Et ça, j'apprécie ça particulièrement. Après, ok, j'entends beaucoup dire que Morant n'a rien à faire là, parce que lui, sa place, elle est largement au-dessus qu'un MIP, qui devrait plutôt faire partie de la discussion pour le MVP, parce qu'il est limite trop élite pour avoir ce trophée à l'improviste de joueur qui a le plus progressé. Mais maintenant, je vais être cash, pour moi, ça c'est du bullshit. Si vous pensez, et si on pense, et si tout le monde pense qu'il est le joueur qui a le plus progressé, je vois pas pourquoi on lui enlèverait cet award, parce que, pourquoi pas, pourquoi pas remporter un MIP et un MVP la même saison. Alors, je pense pas que ça arrive pour Morant, mais pourquoi lui enlever cet award si c'est vraiment le joueur qui a le plus progressé. Donc je le répète, je pense que ses blessures en fin de saison l'éloignent de la course au MVP, et pour ce trophée de joueur qui a le plus progressé, de Most Improved Player, ce trophée à l'improviste, je trouve qu'on a un vrai client avec Ja Morant. Et le troisième candidat, c'est Dejounte Murray, des Spurs, qui la saison dernière tournait à 15,7 points, et cette saison tourne à 21,1 points. Il tournait à 46,2% au tir, là il a un poil diminué, mais c'est à peu près similaire parce qu'il est à 45,3%. Il tournait à 5,1 rebonds, cette année c'est 8,3 rebonds. Il tournait à 7,4 passes, maintenant c'est 9,2 passes. Et là, le meneur de San Antonio, lui aussi, il a fait un gros boom statistique. Franchement, quand on tourne à plus de 21,8-9, c'est juste un truc de fou. Il est pas si loin d'avoir fait une saison en triple-double de moyenne. C'est un truc génial. Surtout qu'en plus de ça, il a eu des pourcentages ultra propres tout en étant un défenseur vraiment élite. Donc tout ça, c'est balèze. Dans une équipe en reconstruction comme les Spurs, que tout le monde voyait en fin de tableau, au final, on a eu une équipe de San Antonio qui a fini devant les Lakers et qui a disputé le play-in. Donc franchement, déjà, c'est fort. Et surtout, au sein de cette équipe, on a eu un Dejounte Murray qui s'est affirmé en réel leader de cette jeune escouade, en posant des stats, en posant des chiffres dans tous les secteurs, en étant impactant dans tous les secteurs, en prenant ses responsabilités aussi, en faisant jouer les autres. Et je trouve que faire ça, avec les départs de DeRozan, de Aldridge, de Mills, de Gay, puis même d'Eric White, qui est parti en cours de saison, il a su le faire. En fait, il y avait des places à prendre dans ce dispositif de Popovic, et Murray a su saisir toutes les opportunités de main de maître. Et qu'est-ce que c'est plaisant, en vrai, je trouve, de le voir évoluer à ce niveau, c'est balèze. Et ce que je veux noter, c'est comparé à des Morant ou des Garland, qui ont évolué là pour leur 3e saison dans la ligue, ils sont des candidats à ce trophée pour leur 3e saison dans la ligue et qui avait presque une progression qui était attendue. C'est normal qu'on progresse pour sa 2e puis pour sa 3e saison. Et Murray, lui, il fait sa breakout season pour sa 5e année et je trouve que ça mérite aussi du crédit, quoi. On l'attendait beaucoup moins arriver à un tel niveau alors qu'il avait autant d'expérience entre guillemets dans la ligue. Donc tout ça, c'est tout à son honneur. Lui, il était vraiment considéré comme un défenseur unidimensionnel et depuis ces années là et encore plus l'été dernier, il a su prendre ses responsabilités en bossant réellement son jeu offensif, en développant un shoot solide, alors que c'était une de ses failles à l'époque. Il a réussi à compenser beaucoup de trous qui ont été laissés dans ce jeu offensif des Spurs cette année. Et ce que j'aimais aussi, c'est que souvent, les mecs qui sont responsabilisés d'un coup comme lui quand l'équipe passe en reconstruction, ils sont souvent en fait over-responsabilisés. Ils ont des ballons, ils mettent des points, c'est sûr, mais en parallèle ils commettent beaucoup de déchets, ils perdent beaucoup de ballons, ils sont maladroits au shoot, ils font perdre leur équipe. Et là Murray c'est tout l'inverse, il perd peu de ballons, il fait gagner son équipe, alors gagner non, le bilan des Spurs est pas non plus à l'équilibre, mais il les met plus haut que ce qui était attendu, et il shoot bien, il a des pourcentages très propres. Donc pour tout ça, vraiment, chapeau bas à Dejounte Murray, et pour toutes ces raisons, je pense que lui aussi, ça peut être un candidat très sérieux pour le MIP. Et je pense que vraiment, là, encore une fois, on a 3 candidats sérieux. On a Darius Garland, Ja Morant et Dejounte Murray. Dites-moi qui vous choisissez plutôt pour ce trophée à l'improviste de la meilleure progression. Alors, le trophée à l'improviste de la meilleure progression de l'année, selon vous, est décerné à Ja Morant. Et là encore, ça a été super chaud. Ça s'est joué à une voix près, vraiment à une voix près. Parce que Ja Morant arrive avec 46% des votes en tête, juste devant Dejounte Murray qui est à 44%. Darius Garland, par contre, qui ferme la marche et qui est bien plus loin à 10%. Mais vraiment, là, cette première place s'est jouée à très 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 peu de choses. Et vous avez choisi Ja Morant parce que Ja Morant était dans une équipe de Memphis qui a fini 2e à l'ouest et qui est arrivé au niveau le plus élevé des 3. Il était vraiment candidat quasiment au MVP. Et moi aussi,
j'aurais voté Ja Morant parce que pour moi c'est vraiment la plus grosse progression en termes chiffrés. Et en fait moi je trouve que Ja Morant c'est potentiellement celui qui est parti le plus haut de ces 3 candidats. Et je trouve que c'est encore plus difficile de step up quand tu pars d'aussi haut, d'arriver encore au niveau supérieur. Je trouve ça encore plus balèze. Maintenant il y en a pas mal qui ont voté Murray aussi et je le comprends parce que pour vous c'était celui qui était le moins attendu pour sa 5e saison comme je disais tout à l'heure. Et ça explique aussi les voix de Murray. Là ça dépend encore comment on hiérarchise ses arguments. Mais finalement là moi sur ce coup là je rejoins la majorité pour cet argument que je viens de dire, c'est qu'il est déjà parti de très haut et il a encore réussi à step up, et ça je trouve que ça a encore plus de valeur, je crois, en tout cas à mon sens. On arrive sur le 7e et avant-dernier trophée de la soirée, le trophée Omer Dalor, qui va parler de la plus grosse déception de la saison. Donc un trophée qui n'existe pas en vrai pour la NBA, donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur Discord d'élire vos 3 candidats, et on a eu 3 candidats qui sont vraiment démarqués par rapport aux autres. Donc je vais vous les présenter, et le premier que vous avez choisi c'est Bradley Beal, qui nous a fait une saison à 23,2 points, 45,1% au tir, 4,7 rebonds et 6,6 passes. Bon, dit comme ça, c'est des stats corrects, mais le problème c'est que Bradley Beal, on s'attendait que pour sa dernière année de contrat, là, sa contractière, il nous fasse une énorme saison. Parce que l'an dernier, c'était le meilleur scoreur de la ligue, pendant quasiment tout l'exercice, avant de se faire dépasser sur le fil, se faire coiffer au poteau par Stephen Curry, c'était presque le meilleur scoreur de la ligue, sauf que là, alors qu'on l'attendait très très haut, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Non seulement il a beaucoup été blessé, ça n'a pas aidé, il a joué que 40 matchs cette saison, mais je veux pas tout mettre sur le dos de sa mauvaise santé, parce que son scoring a aussi beaucoup diminué, son jeu basé sur l'ISO est devenu prévisible, à tel point que quand il était là, les défenses l'attendaient sévèrement. En parallèle, on a des Wizards qui ont fait une saison catastrophique, même en début de campagne, quand ça allait bien et que Washington surprenait, là c'était pas catastrophique, et c'était pas forcément Beal qu'il fallait le plus créditer. On parlait plus de Kuzma ou de Kentavious Caldwell-Pope par exemple, qui ont fait des choses assez intéressantes, alors que Bradley Beal, lui, il était en dessous de ses standards. Surtout que, rappelez-vous de la situation encore il y a un an, on parlait du départ de Russell Westbrook et on se disait que Bradley Beal maintenant, il allait avoir encore plus de ballons, encore plus step-up, parce qu'il aurait encore plus de responsabilités, lui qui avait déjà fait une saison de fou au scoring. Et sauf que la vérité, c'est que ça n'a pas du tout marché, parce qu'il a les défenses qui se sont beaucoup plus focus sur lui, et lui, il a montré ses limites dans son jeu en ISO. Donc ouais, je le répète, ses soucis de santé l'ont pas aidé, mais je trouve que ça excuse pas tout, parce que passer de 30 points par match sur les 2 saisons précédentes à seulement 23, c'est vraiment décevant, et même si je pense que ça l'empêchera pas de signer un contrat max cet été, je capte tout à fait pourquoi vous l'avez nommé parmi les 3 candidats pour ce trophée Omer Dalor. Le deuxième candidat que vous avez choisi pour ce trophée, c'est le joueur des Knicks, Julius Randle, qui cette saison a tourné à 20,1 points, 41,1% au tir, c'est pas beaucoup, 9,9 rebonds et 5,1 passes. Alors lui, c'est vrai qu'on pouvait l'attendre particulièrement haut, parce qu'il était MIP et All-Star la saison dernière, et il avait aidé les Knicks à finir 4ème de la conférence Est. Donc ça donnait l'impression qu'il avait atteint un nouveau cap, et c'était un mec que je trouvais assez individualiste avant cette saison 2020-2021, et qui m'a fait mentir, parce que l'an dernier, je l'avais trouvé très juste dans ses choix, je m'étais dit que le Randle sous Thibodeau pouvait devenir un sacré joueur, et qu'il avait gommé toute cette immaturité d'avant. Et même si ensuite il a fait des playoffs qui ont été un peu décevants, dans le premier tour face à Atlanta, j'étais très content quand même de sa saison, de Julius Randle, et j'attendais pas mal de lui encore cette année. Mais le problème, c'est qu'une deuxième fois, le concernant, je me suis planté, parce que cette année, il est encore retombé dans ses travers, l'ailier fort, et on a l'impression que c'est surtout l'an dernier qu'il était en sur-régime. Il a des pourcentages qui ont dégringolé, il faisait des choix qui étaient à nouveau suspects, et j'ai trouvé que parfois, et encore plus en fin de saison, il avait tendance à jouer bien plus pour lui que pour le collectif. Donc il avait beau faire ses stats, il avait beau faire de bons chiffres, parce que 20-10 c'est quand même pas mal, 20 points dire bon, mais son impact sur la win c'était plus du tout le même. Je pense qu'en fait Randle, il fait partie de ces joueurs qui ont besoin avant tout d'être en confiance pour jouer un basket propre, un basket collectif et un basket de la gagne. Il a besoin de sentir qu'il est désiré, de sentir que ses coéquipiers le kiffent, et d'avoir cette confiance partout qui va l'amener à jouer avec ses coéquipiers plutôt qu'à jouer tout seul. Et là le problème, c'est qu'à New York, on le sait, tout est décuplé. Tu performes, on te prend pour un dieu, parlez-en à Jeremy Lin, tu te trouves, on va te descendre plus bas que terre. Et là-dedans, le public a une part de responsabilité, c'est sûr, mais les médias aussi, c'est un gros marché les Knicks et tout le monde en parle. Et cette année là, Randle, l'abattage des médias, j'allais dire le trolling, mais non, mais la hate des médias et du public, il l'a pris de plein fouet, il a commencé à être critiqué, il s'est fait siffler par la foule, il a mal réagi avec ses 2 pouces vers le bas là, il s'est un petit peu renfermé sur lui-même, et j'ai trouvé que là, c'était la fin, on avait une spirale infernale qui était lancée. Faire des stats c'est beau, mais si c'est pour croquer et perdre à la fin, ça sert plus à grand chose. Dans son body language, dans son attitude, je trouvais pas grand chose de positif. Ses déclats en plus de ça ont pas toujours été au top, il s'est même pris quelques amendes, vu les déclats qu'il a fait envers le public des Knicks, et du coup
même si c'est mon tour de le descendre là aussi et que je suis vraiment pas positif, je voudrais aussi accuser quand même dans cette histoire Tom Thibodeau, parce que lui aussi il fait partie des grosses déceptions, même si aujourd'hui on parle que de joueurs, parce qu'il était coach de l'année l'an passé et il a vraiment montré ses limites, parce que je trouve que cette année, quand les Knicks ont pédalé dans la semoule, il a remis que peu en question ses principes, il a jamais vraiment réussi à faire jouer cette nouvelle team avec Evan Fournier qui est arrivé par exemple, ou avec Kemba Walker avec sa situation catastrophique, donc cette équipe a jamais joué ensemble, et tout ça à mon avis ça a pas du tout aidé Randle, qui je le rappelle a besoin d'être en confiance avec des coéquipiers stables dans une ambiance qui est bonne, et l'ambiance était pas bonne aux Knicks, donc je pense que ça l'a handicapé. En plus de ça, il a pas reçu ce soutien dans les médias, et donc tout ça de toute façon c'est la conclusion. Je comprends que vous l'ayez mis dans vos 3 déceptions, parce que Julius Randle sort d'une campagne qui est vraiment décevante. Et le troisième candidat pour ce trophée Homer d'alors, c'est Russell Westbrook, et j'avoue que je m'y attendais. Cette saison il a tourné à 18,5 points, 44,4% au tir, 7,4 rebonds et 7,1 passes. Pour la saison catastrophique que les Lakers ont faite, fallait bien un bouc émissaire, et même si je suis pas d'accord là non plus pour mettre tout sur le dos d'un seul joueur, un peu comme avec Randle et Thibodeau, Russell Westbrook, j'ai l'impression qu'il représentait la tête de Turc parfaite. Et puis il faut dire que ces nombreux fails, ces nombreux mauvais choix, ces nombreuses balles perdues, ces nombreuses briques qui ont été balancées, ces passages dans chaque team de foul, ça l'a pas aidé à être mis en valeur. Quand Russ West fait une erreur, on la voit, on la montre partout et on lui pardonne pas. Et puis en plus de ça, son attitude, j'ai trouvé, et ses discours, en conférence de presse là encore, ça l'a pas aidé à être apprécié et à être aimé. En fait, j'ai l'impression que son niveau était compliqué et il a eu du mal à l'assumer, et il s'est vite mis les fans à dos, parce que sa com était mauvaise, tout comme toute la com des Lakers, j'ai trouvé, et tout ça, ça donne l'impression, en tout cas ça montre même, c'est même plus qu'une impression, qu'il est décevant. Maintenant, lui aussi, je trouve qu'il a certaines circonstances atténuantes. De toute façon, ils en ont tous. Bradley Beal, c'était les blessures. Julius Randle, je trouve que c'était Thibodeau et l'ambiance des Knicks, et Westbrook, j'ai envie de dire que lui, ça fait 4 ans qu'il change d'équipe, qu'il doit à chaque fois se faire à un nouveau système de jeu. Là, il arrive pour jouer avec des mecs comme LeBron et AD, ces 2 méga superstars. Forcément, ça demande des adaptations, elles peuvent pas se faire en un claquement de doigts, surtout que le fit à la base de Russell Westbrook avec un LeBron James paraissait pas vraiment ouf, parce que Westbrook, on le sait, c'est pas un shooter de loin, et avec LeBron, il y a souvent besoin de shooters, et tout le monde craignait déjà quand il est arrivé. Mais là, il est arrivé en plus de ça dans un effectif qui était trop âgé et trop bancal, avec un Frank Vogel qui s'est retrouvé vraiment dépassé pour coacher cet effectif. Il a jamais réussi à faire jouer ses hommes ensemble, Frank Vogel. Donc là, dès le début de saison, il y a des tensions qui ont fait leur apparition entre Westbrook et Vogel. Le meneur jouait même plus en fin de match, et pour un ancien MVP qui a sorti des saisons en triple-double, ça craignait quand même d'être mis sur le banc pendant le money time. Après, clairement, tout ça c'est des circonstances atténuantes, parce que je tiens quand même à en mettre pour tous ces joueurs, mais on en attendait plus de ce meneur de jeu, je vais pas le cacher. J'ai l'impression que toute la saison, il s'est vraiment cherché, il savait pas s'il fallait qu'il se transforme en team player ou s'il fallait qu'il prenne le match à son compte. Il était toujours entre deux eaux, et ça l'a pas aidé à faire les bons choix, et ça, il a pas réussi à performer dans ces situations. Et quand on voit en plus de ça toute l'instabilité qu'il y a eu dans l'effectif des Lakers, avec les nombreuses blessures, ou les 5 de départ changés à chaque fois, et match après match, en fait on avait un Russell Westbrook qui était limite obligé d'occuper une place et un rôle différent, ça non plus, ça l'a pas aidé. Donc au final la saison elle est terminée, on a des Lakers qui n'ont même pas participé au play-in, c'est une catastrophe nucléaire je trouve, avec un Westbrook qui a jamais trouvé le rôle qu'il pouvait avoir dans cette équipe, jamais trouvé une place, il a pas non plus du tout pesé dans les victoires, donc là-dessus il souffre pour être, il peut potentiellement être élu meilleure déception, enfin plus grosse déception à cause de ça. Forcément qu'on attendait beaucoup plus d'un joueur de son calibre, et évidemment que c'est logique et décevant même de le retrouver parmi vos candidats pour ce trophée Homer d'alors. Mais dites-moi justement, entre Bradley Beal, Julius Randle et Russell Westbrook, malgré toutes les circonstances atténuantes que j'ai évoquées pour ces 3 joueurs, qui est pour vous la plus grosse déception de la saison? Pour le trophée Homer d'alors de la plus grosse déception de l'année, vous avez choisi Julius Randle. Julius Randle qui, pour vous, est à 66% la plus grosse déception. Il arrive devant Westbrook avec 28% et Bradley Beal à 7%. Ce que j'ai lu, c'est que Julius Randle devait vraiment être un franchise player pour les Knicks, il n'a pas réussi à l'être. Et ce qui fait que vous avez voté pour lui, c'est qu'il a été le plus toxique. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur ce trophée. Je sais pas qui j'aurais voté. Je trouve que les 3 ont des vrais arguments. Bradley Beal, j'aurais presque eu envie de voter pour lui, mais un mec qui a manqué plus de la moitié des matchs de la saison sur blessure, je trouve que c'est trop sévère.
Julius Randle, ça donne envie aussi, mais est-ce que c'est pas juste qu'il a surperformé une saison? Parce qu'au final, il est revenu à son niveau d'avant. Donc je sais même pas si je vais vous rejoindre. J'ai lu dans le chat, et c'est vrai que c'était intéressant de lire que en attendant Bradley Beal, c'est quand Westbrook est parti qu'il est devenu mauvais. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais je pense que moi, j'aurais quand même voté Russell Westbrook parce que c'est censé être le meilleur joueur des trois. Peut-être qu'avec Bradley Beal ça se discute, mais vu que Bradley Beal il a été plus blessé, je l'enlève de la discussion. Je vais pas voter Randle parce que je me dis que Randle avait fait qu'une grosse saison et pas beaucoup avant, alors que Westbrook, c'est un ancien MVP, il a fait plusieurs saisons en triple-double, il a pas non plus 40 ans, on en attendait plus aux Lakers. Alors bien sûr, il a tout plein de circonstances atténuantes et je me déteste de donner ce trophée quand même parce que je me sens tellement méchant et tellement sévère, parce qu'à chaque fois, comme je dis, il y a des circonstances atténuantes. Là, Vogel, l'effectif des Lakers, le fit, il y a rien qui allait, donc en fait c'est tous les Lakers la déception de la déception de la saison, et justement je crois que ça joue encore pour lui, parce que c'est celui qui était dans l'équipe qu'on attendait le plus haut. On attendait les Lakers plus haut que les Knicks et plus haut que les Wizards. Et donc voilà, moi je pense que je leur ai donné le trophée Homer d'alors. Pour moi, je pense que je l'aurais donné à Russell Westbrook. Et là, on passe au dernier trophée de la soirée. Le trophée que tout le monde attend, parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, c'est le trophée le plus glorieux parmi les trophées individuels de la saison. C'est le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur, du MVP. Et le premier candidat qui a choisi la NBA, vous le voyez là, c'est Giannis Antetokounmpo, avec sa saison à 29,9 points, 55,3% au tir, 11,6 rebonds et 5,8 passes. Donc lui, c'est le premier candidat. Et pourtant, je pense que parmi les trois candidats, c'est un de ceux dont on parle le moins. Et à mon avis, il mérite plus de crédit. Déjà, ces Bucks ont fini 3ème à l'Est, et ça compte pour moi d'avoir le bon bilan collectif quand tu veux être élu MVP. Et c'est celui qui a le mieux fini dans sa conférence. Mais ça, de toute façon, ça va rentrer dans pas mal de critères, on en parlera plus tard. De plus, je trouve que le grec, c'est une vraie force dominante des deux côtés du terrain. En attaque, on a l'impression qu'il peut driver quand il veut pour terminer sur un gros dunk ou provoquer une faute là. Ses appuis décalés et son dunk une main sur la tête de n'importe quel pivot, on commence à le connaître par cœur. Ça fait qu'il a des pourcentages dans la peinture qui sont dingues. Mais ce que j'apprécie encore plus, c'est que cette saison, malgré déjà l'énorme niveau qu'il avait les années d'avant, il a encore progressé parce qu'il a taffé son shoot. Il hésite plus à prendre les 3 points ouverts, sa mécanique est bien meilleure. Il en met même certains qui sont importants et il paraît plus en confiance sur ses lancers francs. C'est la première fois depuis 3 ans qu'il est au-dessus des 70% au lancer franc. Pour aller encore plus loin, moi j'apprécie aussi beaucoup le mid-range, toujours dans son shoot qu'il a développé, sans même oublier, parce que c'est important aussi dans le jeu de Giannis, sa faculté à lâcher la balle quand il a 4 défenseurs sur le dos pour trouver ses shooters, parce qu'il y en a quelques-uns des shooters à Milwaukee, et ça lui permet de tourner à quasi 6 passes par match. C'est quand même ultra fort d'avoir un tel impact et d'avoir un tel volume dans tous ces secteurs du jeu. En fait, plus ça va, et plus Antetokounmpo devient un joueur dominant et complet. Et pour un joueur qui a déjà été double MVP, progresser encore, je trouve ça complètement dingue. Ce que j'apprécie aussi, d'ailleurs, on en a peu parlé, mais c'est son impact en défense. Bien sûr, il est déjà très reconnu dans le domaine, on parle d'un ancien D-Boy, mais cette saison, au vu de comment il a pu jouer au poste 5 pour compenser la blessure de Brook Lopez, qui a été absent pendant les 3 quarts de la saison, et réussir aussi à protéger le cercle, comme si le poste 5 c'était son poste naturel, je tiens à lui donner encore plus de crédit. Là, on a un mec quand même qui tourne à 32-6 à 55% au tir, dans une équipe qui est pas loin d'être au sommet de sa conférence, et j'ai l'impression que tout le monde trouve ça banal, et je suis pas d'accord, c'est pas banal. Giannis, c'est un monstre, et le mettre haut placé dans la course au MVP, pour moi, c'est un minimum, au moins à la même hauteur que les deux autres. Parce que pour moi, individuellement ou collectivement, il est celui qui a les meilleurs résultats. Par contre, et ça il faut le dire, parce que c'est important pour le MVP, c'est peut-être pas celui qui a les meilleures narratives, parce qu'il a déjà obtenu 2 fois le trophée, et qui ne suscite pas non plus, c'est pas non plus celui qui suscite le plus de hype dans la ligue, il n'y a qu'à voir son nombre de ventes de maillots par exemple. Et vu comment tout ça c'est important pour cet award, ça se discute, parce que l'impact n'est pas le seul critère pour cet award. Et ça, je pense on va pas mal en parler par la suite de ça. Le deuxième candidat, comme vous le voyez, c'est Joel Embiid, qui tourne cette saison à 30,6 points, 49,9% au tir, 11,7 rebonds et 4,2 passes décisives. De toute façon, on en parlait tout à l'heure pour le trophée francophone. Donc ouais, je disais, peut-être, je suis même pas sûr de moi, qu'en termes de résultats, Giannis Antetokounmpo était en tête, mais si c'est le cas, on a un Joel Embiid qui le talonne, mais vraiment d'un micro-poil de fesse, quoi. Il est vraiment pas loin. Parce qu'on a des Sixers qui ont terminé avec le même bilan que les Bucks. Donc je disais que le bilan était important, ça joue. Donc ils ont fini 4ème, mais c'était juste à cause du tiebreaker. Et on l'a dit tout à l'heure plus tôt pour le trophée francophone, Joel Embiid a terminé meilleur marqueur de la ligue. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un pivot qui dominait comme ça. En fait, ce qui est balèze avec Joel Embiid, c'est sa capacité à bully n'importe qui, tout en faisant preuve d'énormément de finesse dans son dribble, dans ses pull-ups aussi, mais aussi dans tous ses shoots, dans tous ses appuis. Un pivot si puissant et si skillé en attaque, et j'ai l'impression que c'est du jamais vu dans l'histoire de la ligue. Et en défense, c'est pareil, même si c'est peut-être un peu moins bien que les saisons d'avant, ça reste quand même de très très haut niveau ce qu'il livre Joel Embiid. Donc franchement, au niveau des résultats collectifs et de l'impact individuel, on a encore une fois un vrai client. Par contre,
peut-être que contrairement à Giannis, en termes de narrative, on est sûrement mieux avec Joel, parce que déjà il avait terminé deuxième pour le trophée de l'année dernière, il a peut-être envie de... l'histoire se révèle, hein, le mec qui finit deuxième et qui arrive à gagner l'année d'après, et surtout qu'en plus de ça, on peut ajouter pas mal d'informations. Il a dû gérer en début de saison avec la blessure de Ben Simmons, il l'a fait avec brio, parce que je le rappelle, les Sixers étaient en tête de la conférence Est, hein, avant l'arrivée d'Harden, avec un Embiid qui était ultra dominant, mais le souci, même si c'est beau tout ça, c'est qu'il y a peut-être deux trucs qui arrivent contre lui. Le premier, c'est son côté troll, la Troll Embiid comme il s'appelle sur Twitter, que les fans aiment pas trop. C'est un mec qui aime bien profiter des faiblesses des défenses, qui va beaucoup au lancer franc. Ça plaît pas ça, un mec qui va autant au lancer franc, parce que c'est vrai qu'un match haché, c'est pas cool, et surtout qu'il chambre pas mal à cause de ça. Donc ça, évidemment, ça fait que c'est pas le joueur préféré des fans. Et le deuxième truc qui est le handicap, je pense, dans cette course au MVP, c'est que sur la fin de saison, il a joué avec James Harden qui est arrivé aux Sixers. Alors moi perso, ça dépend de comment on voit ça, mais moi perso, je vois plutôt ça comme un point positif, parce qu'en début de saison, on avait un Joel Embiid qui créait plus que jamais, qui portait énormément la balle en contre-attaque, parce qu'avec l'absence de Ben Simmons, il n'avait pas eu le choix que de transformer son jeu et de devenir plus créateur, plus dribbleur, et depuis l'arrivée d'Harden, tout ça c'est fini. Il a dû changer son jeu, il joue beaucoup plus en pick and roll, il le faisait très peu en début de saison, et je trouve que moi, tout ça, ça va encore dans son sens, parce qu'il a vraiment su s'adapter, parce que l'arrivée d'Harden, ça a changé son jeu, mais ça a eu aucun impact sur ses stats. Donc là-dessus, moi je dis chapeau, je dis bravo à lui d'avoir réussi à transformer son jeu de la sorte, tout en continuant à être si dominant. Il est le joueur d'ailleurs qui a fait le plus de perfs à 40 points cette saison, alors que en plus de ça, quand il faisait ses perfs à 40 points, il prenait en parallèle 10, 15, voire 20 rebonds, donc je me dis qu'avec ou sans Harden, c'est fou. Mais j'ai l'impression que la narrative, les médias, les réseaux, voient pas forcément les choses comme moi. Ils disent aussi, et ça s'entend hein, aussi, c'est le revers de la médaille, c'est le verre à moitié vide après le verre à moitié plein, c'est qu'après l'arrivée d'Harden, les Sixers ont perdu des matchs importants, leur jeu était moins léché que ce qu'il aurait pu l'être, et avec ce duo, on aurait pu s'attendre à ce que les Sixers roulent sur l'Est. Donc bon... Bien sûr, il faut un temps d'adaptation, mais là, les gens avaient envie que ça clique direct, parce qu'il restait que peu de temps. On a des Sixers, finalement, qui finissent 4e à l'Est, alors qu'ils auraient pu lutter pour la première place. Et donc, si on ajoute ça, couplé à son côté troll, eh ben, je crois que ça lui a mis un choc à Joel sur la fin de saison. À mon avis, à quelques mois de la fin de saison, il était encore favori, mais l'arrivée d'Harden l'a fait un petit peu descendre dans les estimations. Et c'est dommage, parce que je trouve que dans ce que je vois en lui cette saison, mais aussi comme les deux autres candidats, hein, et c'est là que c'est compliqué, ben, il a tout ce qu'il faut pour être un MVP, et un beau MVP en plus. Le troisième candidat, c'est Nikola Jokic, qui cette saison a tourné à 27,1 points à 58,3% au tir, qu'elle adresse 13,8 rebonds et 7,9 passes. C'est incroyable, hein, Nikola Jokic, quand on regarde ses stats, c'est hallucinant. Et a priori, là, si on écoute les leaks et les rumeurs, ce serait réglé. Il serait le MVP, il devrait valider son doublé après avoir remporté cet award la saison dernière. Et lui, vraiment, si on parle de narrative, ben c'est assez exceptionnel. Et je crois que ça plaît à beaucoup, parce qu'avec les absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr., il a réussi à porter presque à lui tout seul les Nuggets en play-off, et tout ça sans passer par le play-in. Donc tout ça, c'est génial. Quand à côté de toi, les meilleurs joueurs, c'est Aaron Gordon, c'est Monte Morris, c'est Will Barton ou c'est Bones Island. Et en termes de récit, ça donne une super histoire à raconter, tout ça, parce qu'il faut ajouter que ces stats, là j'en parlais tout à l'heure dans ses moyennes, il a créé son propre club avec ses stats. C'est devenu le premier joueur de l'histoire à finir à plus de 2000 points, plus de 1000 rebonds et plus de 500 passes décisives en une saison. Ça aussi, c'est exceptionnel. Donc tout ça, ça donne envie vraiment, cette narrative et ces statistiques, ça donne envie de le mettre MVP. Bon, après, moi, ces stats, je voudrais mettre une petite limite. Alors, je dis pas que cette limite, c'est la vérité, mais je me dis, quand même, attention, je vais me faire taper sur les doigts, je sais, mais que c'est plus facile pour un joueur quand même de stater dans tous les sens quand t'es vraiment le seul joueur élite dans ton équipe, plutôt que quand t'es entouré de mecs comme Harden, Maxey ou Harris d'un côté, ou Middleton et Jrue Holiday de l'autre. Forcément, t'as beaucoup plus de ballons quand t'es le meilleur joueur et que t'es le seul joueur élite, et forcément tu fais des stats supérieurs. Mais bref, passons, hein, c'est vraiment une petite limite, et je remets pas du tout en question l'impact individuel et les stats complètement insane de Nikola Jokic avec sa polyvalence notamment. De toute façon, pour se rendre compte de son impact, il y a qu'à voir la différence de jeu pour les Nuggets quand le Joker est sur le terrain ou sur le banc. On a vraiment un visage très différent pour les Nuggets, et ça se voit vraiment dans les stats offensives comme défensives. Donc ouais, si on regarde tout ça, en plus de ça, des trois candidats, c'est le meilleur playmaker, c'est celui qui lâche le plus de passes. Au niveau des points, il est pas loin derrière, et au niveau des rebonds, il se positionne très bien. Il peut driver le jeu des Nuggets de A à Z, c'est le joueur le plus complet, et tout ce que je viens de dire, c'est peut-être la meilleure définition de valuable, donc bravo à lui. Je comprends qu'aux yeux de beaucoup, il soit favori, mais moi, je vais vous le dire, hein, le petit truc qui me dérange, c'est que les Nuggets,
et ça, je vous ai dit qu'on allait parler de bilan, c'est que les Nuggets ont fini 6ème à l'Est. Alors ok, hein, si on regarde vraiment le bilan, la différence est pas folle, parce que Denver n'a que 3 victoires de moins que Milwaukee ou Philadelphie. Mais 3 victoires dans une course au MVP, eh bien ça compte quand même un minimum pour moi. Parce que ça fait passer quand même les Nuggets sous la barre symbolique des 50 wins. Un MVP à moins de 50 wins, il y a un côté qui me dérange un petit peu, et surtout que lui était à l'Ouest comparé aux deux autres, et j'ai trouvé que cette saison, une fois n'est pas coutume, l'Ouest était peut-être plus ouverte que l'Est, car bien moins homogène. C'est vrai que les top teams de l'Ouest étaient meilleurs, mais on avait une conférence Est qui était beaucoup plus serrée. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point le bilan collectif est vraiment important à mes yeux pour une telle distinction. Mais allez, je veux bien mettre ça de côté, parce que avec tout ce que j'ai dit juste avant, pour sa narrative et pour ses stats, pour avoir réussi à porter les Nuggets de cette façon, pour la décrocher quand même, cette 6ème place à l'Ouest sans passer par le play-in, c'est pas rien, mais c'est beau, ça fait rêver les fans, et ça mérite d'être raconté, cette belle histoire. Et vu qu'a priori, il a fait encore une saison plus grosse que celle de l'an dernier, quand il a été MVP, c'est normal qu'il soit nommé, en tout cas parmi les 3, et qu'il fasse partie des favoris. Et vu qu'en plus les fans l'adorent, avec son humour, avec sa répartie, et son talent complètement incroyable, malgré son allure un petit peu pataude, mais je comprends très bien que beaucoup le plébiscitent, et je comprends très bien les leaks qui le poussent vers un 2e titre de MVP consécutif. Donc là, en vrai, je trouve qu'on a 3 candidats qui possèdent tous les 3 de très bons arguments. Chaque choix me conviendrait, franchement, que vous votiez Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic, je comprendrais tout le monde, et moi surtout là, avant de voir qui vous votez, je me réjouis parce que c'est très rare qu'on ait une course au MVP qui soit si serrée et si passionnante. Et encore une fois, comme je m'y attendais, on a eu des votes qui ont été extrêmement serrés. Alors, entre Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Nikola Jokic, celui qui remporte le trophée Ivan du rêve du meilleur joueur de la saison est Nikola Jokic. Et bravo à lui, hein, vous avez kiffé justement sa narrative, hein, je pense, le fait qu'il ait quasiment joué tous les matchs de la saison, le fait qu'il ait livré des stats exceptionnelles, qu'il ait créé son propre club, et bien sûr qu'il ait réussi à porter son équipe en play-off sans Jamal Murray et sans Michael Porter Jr. Et tout ça, c'est vrai que ça va dans son sens, et je comprends très bien que vous ayez voté Nikola Jokic. Donc 43% pour Jokic, qui finalement, ça a été serré pendant tout le long du vote, mais ça s'est un petit peu augmenté l'écart à la fin. Embiid arrive 2ème avec 31%, et Giannis Antetokounmpo à 26%. Et moi, curieusement, encore une fois, hein, comme quoi on n'est pas souvent d'accord, il y a plein de fois en tout cas où on est en désaccord, moi j'aurais voté pour votre 3ème, j'aurais voté pour Antetokounmpo, car moi j'ai tendance à vouloir mettre la narrative de côté. En fait, je m'en fous un petit peu de toute cette histoire, et quand j'hésite, je regarde le classement, et encore plus le bilan, je m'en fous du supporting cast, je vais faire des raccourcis faciles, mais dire qu'on n'a pas d'assez bons coéquipiers pour performer, je trouve que c'est souvent une excuse de loser. Attention, vous énervez pas, je dis pas du tout que Nikola Jokic est un loser, loin de là. Et franchement, moi je pense que j'aurais mis peut-être Jokic en 3, même si je vais me faire huer, j'aurais mis Giannis en 1 et Embiid en 2. Après, je vois aucun mal à ce que certains préfèrent le Joker, je comprends tout à fait vraiment vos arguments, tout est une question de préférence et de hiérarchisation des critères, mais moi, mon classement, ça aurait été l'inverse du vôtre, je pense. J'aurais mis Giannis en 1, Embiid en 2 et Nikola Jokic en 3, mais c'est très serré et tous les jours je peux changer d'avis. Épilogue. Et bien on va se faire un petit bilan de ce live qui était super intéressant parce qu'au final on a quand même eu beaucoup de désaccords. Donc c'est pas mal de récapituler je trouve. Pour le trophée John Duff, vous aviez élu Evan Mobley et moi j'avais plutôt préféré Scottie Barnes comme la NBA l'a choisi. Pour le trophée Bob Locke, tout le monde était d'accord. J'avais choisi Marcus Smart, vous avez choisi Marcus Smart, la NBA a choisi Marcus Smart. Donc là tout de suite, pas de débat, on était tous d'accord. Le trophée francophone, on va aller vite, tout le monde a choisi Joel Embiid. Le trophée Joker, j'étais d'accord avec vous pour choisir Tyler Hero, il n'y avait pas eu trop d'hésitation non plus. Le trophée à l'improviste, moi j'ai eu tendance à choisir Ja Morant et je crois qu'il a gagné dans mon souvenir. Donc c'est Ja Morant que vous avez choisi vous aussi, mais ça s'est joué à très peu de choses. Ça a été très très serré avec Dejounte Murray, il me semble de mon souvenir que ça s'est joué à une voix. Donc let's go Ja Morant, on est tous d'accord. C'est le trophée Encéphale où on a été en désaccord parce que vous le donniez à Eric Spoelstra et vous aviez mis Monty Williams en 3 et Taylor Jenkins en 2. Et moi j'ai décidé de le donner à votre 3ème, ce trophée Encéphale du meilleur coach à Monty Williams. Donc gros désaccord là aussi entre nous, mais encore vos arguments s'entendent tout à fait, hein, et puis je serais très heureux que Eric Spoelstra le gagne. Le trophée Omer Dallor, encore une fois un désaccord, vous l'aviez donné à Julius Randle, moi j'ai préféré le donner à Russell Westbrook, je vais pas refaire les arguments, je les ai donnés tout à l'heure. Et encore un désaccord pour le trophée Ivan du rêve, parce que moi je l'aurais donné à votre 3ème, Giannis Antetokounmpo, quand vous avez préféré Nikola Jokic. Donc vraiment au final, on n'est pas d'accord pour tant de trophées. On est d'accord pour le à l'improviste avec Ja Morant, et encore ça s'est joué à peu de choses, le Joker avec Tyler Hero, pas d'hésitation, le francophone avec Joel Embiid, et le Bob Locke avec Marcus Smart. Donc au final, ça montre à quel point la course au trophée est serrée cette saison, et je trouve ça cool, parce que
parce que vous, la commu et moi, on est d'accord que sur 4 trophées. Donc j'ai hâte de savoir ce que vont dire les gens qui vont regarder le best-of sur YouTube pour voir si ces désaccords se confirment ou pour savoir si tout le monde est d'accord avec la commu et contre moi. Je vais trouver ça cool de mater tout ça dans les commentaires. Voilà pour ce qui est des Awards NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Bon, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les trophées que la commu a décernés? Dites-moi tout ça en commentaire, et mettez-moi pour les 8 trophées qui sont vos candidats préférés. Ça permettra d'avoir encore plus de tendances, et vous savez, moi je kiffe ça, lire vos commentaires, donc surtout ne vous privez pas. Sinon, je vous le rappelle, le meilleur moyen d'avoir l'avis le plus objectif possible, c'est de regarder un maximum de matchs NBA, et pour ça, forcément, il y a le League Pass avec l'offre à moins de 19 balles qui en ce moment, ce serait bien dommage de vous priver. Puis vu que ça soutient la chaîne, il y a moyen de me faire kiffer en plus de vous faire kiffer, donc let's go. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, donc c'est cool que vous soyez encore là. Et surtout, gros merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Ça pousse à fond vers l'avant et ça permet de continuer à vivre mon rêve. Donc vraiment, je vous remercie encore. À très vite.